it's out of sight. Bonjour et bienvenue dans notre émission Je prends ma vie en main grâce à l'hypnose et au coaching. J'ai le plaisir d'avoir aujourd'hui avec nous Patrick Esch. Bonjour. Bonjour Patrick, Bonjour. Merci d'être là. Patrick, je te présente à nouveau pour ceux qui n'ont pas eu la chance de t'écouter la dernière fois. Tu es hypnothérapeute, coach, maître en PNL également. Tu as écrit des ouvrages sur l'hypnose, sur la PNL, sur les protocoles d'hypnose et de PNL également. Donc, tu es un grand spécialiste dans cette thérapie. Et nous avons également aujourd'hui le plaisir d'avoir Sophie. Sophie, bonjour. Bonjour. Et on va parler aujourd'hui de la phobie en général. Et puis, on aura le plaisir d'avoir en fin d'émission une séance en direct sur la phobie avec Sophie, dont on va en parler aussi. Mais avant, je voudrais donc, pour rentrer dans le vif du sujet, parler directement de ce que c'est une phobie, pourquoi est-ce qu'on a une phobie, comment est-ce qu'on la gère, et échanger un peu avec toi, Patrick, sur ce sujet-là, où je peux peut-être démarrer, et puis tu peux enchaîner sur ce que je vais dire pour voir si on est dans le bon. On a au départ un sentiment, une émotion de peur qui peut être déclenchée par un événement qui arrive. Par exemple, quelqu'un va voir, quand il est petit, un chien qui va être peut-être aboyé dangereusement ou qui va lui faire peur. Et cette peur, qui est un sentiment normal de protection, va se transformer en une peur irraisonnée et se dériver en ce qu'on appelle aujourd'hui la phobie. C'est ça, tu viens juste de le dire, peur irraisonnée justement. Oui. C'est-à-dire que là, on n'est plus du tout en contact avec la logique, parce que notre logique pourrait nous dire, bon, ce chien est gentil, il va pas me mordre. Mais quand on est, on va dire, pris d'une peur irraisonnée, on a beau se le dire, oui, non, il est pas méchant ce chien, pour l'exemple du chien. Oui. Malgré tout, il y aura quand même quelque chose qui est plus fort que soi. Ça me rappelle l'émission dernière où on avait parlé de ça, ce qui est plus fort que moi. C'est-à-dire que ça vient de l'intérieur, on ne peut pas expliquer, mais il y a cette peur qui nous hante et qui nous passe par-dessus finalement. Oui, alors c'est là que on va intervenir la question du conscient et de l'inconscient, dans le sens où la personne est très très consciente qu'il n'y a pas de danger. Finalement, il n'y a pas de danger, mais elle n'arrive pas à intégrer cette notion de non-danger et elle va donc paniquer. Quand je parle du chien, ça peut être aussi un ascenseur, un avion, la foule. Enfin, il y a des dizaines et des dizaines, des centaines de phobies qui existent où on a conscience que prendre un ascenseur, aujourd'hui, il n'y a plus de crash d'ascenseur, ça ne se passe pas, tout se passe très très bien, les systèmes sont sécurisés, et malgré tout, les gens vont pratiquer cette politique de l'évitement et ne vont pas rentrer dans cet ascenseur parce qu'ils auront peur. C'est ça. Il y a en fait le phénomène de mémorisation surtout, c'est-à-dire que lorsque, à la limite, bon, sauf si c'est un état de choc où là on peut être tout de suite atteint par cette phobie, mais si c'est répétitif, imaginons on monte dans un ascenseur et répétitif, ou en tout cas s'il y a un souvenir de quelque chose qui nous a dérangé. D'ailleurs, ça m'est arrivé. Ça tombe bien, je vais en parler comme une anecdote parce que ça m'est arrivé. Moi, j'habite en rez-de-chaussée et un jour, j'ai pris l'ascenseur pour aller, pour remonter parce que j'avais mon véhicule au garage. Et puis, en remontant à 3 heures du matin, un samedi soir, l'ascenseur tombe en panne. Et donc là, je commençais un petit peu à me poser des questions. Et puis, tout d'un coup, il a redémarré. Eh bien, c'est vrai que le lendemain, j'étais en train de regarder l'ascenseur, j'étais en train d'hésiter. Donc je suis allé à pied pour effectivement aller chercher mon véhicule. Et puis ensuite, je me suis dit, bon allez, il faut que je dépasse ça, sinon je vais avoir vraiment la peur qui va s'installer. Et ensuite, dans la journée du dimanche, donc, j'ai pris exprès l'ascenseur pour y retourner. Et après, c'est réglé, maintenant je peux prendre l'ascenseur quand je veux. C'est ça, c'est comme on vous dit, quand quelqu'un il tombe de cheval ou il a un accident de voiture, il faut tout de suite remonter, reprendre sa voiture, ne pas laisser cette peur s'installer. Dans l'idéal. Après, sinon, il y a tous les cinémas qu'on se fait dans notre esprit, parce qu'on peut imaginer des tas de scénarios, et puis au final, ça s'accumule. C'est-à-dire, dans l'absolu, imaginons si quelqu'un se levait le matin et avait oublié finalement tout ce qui s'est passé avant, il n'aurait pas de phobie finalement. Absolument. Ouais, voilà, absolument. et c'est ça, c'est le fait de me souvenir de ce qui s'est passé avant.
Un peu comme, on va en parler sans doute tout à l'heure, mais un peu comme la douleur. Si on a une peur parce que j'ai eu une douleur un jour, eh bien je vais avoir le souvenir de ma douleur et je vais avoir mal avant même qu'on me fasse mal. On aura peur de la peur. En quelque sorte. C'est exactement ça. Voilà. On anticipe à l'avance la soi-disant mauvaise réaction qui va se passer, alors que finalement, on sait que dans 80% des cas, les peurs dont on a peur ne se réalisent jamais. Plus que 80. Même Plus que 80, oui, c'est vrai. Oui, oui. Et donc, cette anticipation-là fait que elle fait grandir cette phobie. Et il y en a qui ont la phobie de l'eau, la phobie de la foule, la phobie des araignées. Et c'est ça. Ça va très très loin. Donc, il y a beaucoup de... Et c'est d'ailleurs très vicieux parce que paradoxalement, là où il y a une phobie, très souvent, en tout cas les gens qui viennent me voir en séance, pour certaines phobies, les gens sont en même temps attirés. C'est-à-dire, j'ai un exemple qui me revient, une personne avait la phobie de l'eau, et je lui avais dit, imaginez si demain vous êtes libéré de votre phobie. Qu'est-ce que vous allez faire? Elle dit, oh, j'aimerais tellement faire de la plongée sous-marine. Et c'était assez spectaculaire de voir l'opposition. Oui. C'est-à-dire que à la place de cette phobie, finalement, il y a un désir derrière. Et en même temps, il y a comme une retenue, comme si le cerveau disait, attention, vas-y doucement. Parce que le cerveau est là pour nous protéger. En fait, la phobie, on pourrait presque dire que finalement notre inconscient est un petit peu vache avec nous, parce que finalement il nous met des phobies, il nous bloque finalement là où on voudrait avancer. Mais au final, il le fait pour nous protéger avant tout. Si par exemple c'est le vertige, eh bien c'est d'abord pour me protéger, pour ne pas que je tombe dans le vide. Seulement des fois le curseur il est poussé un petit peu à l'extrême. C'est ça, c'est une très grosse question et que beaucoup d'ailleurs de thérapeutes qui écrivent des livres parlent de ça. Pourquoi est-ce que l'inconscient, qui est censé agir pour notre bien, va aller à une extrême pour pouvoir... Parce que nous, justement, on n'arrive pas à le gérer. Et ça, c'est une très grosse question, mais dont la réponse a été déjà donnée, déjà débattue. Mais c'est parce que aussi la personne entretient ce mécanisme. Et elle l'arrose, elle le fait pousser de plus en plus pour croire à sa propre... C'est une croyance et elle croit à sa propre croyance limitante, en fait. C'est ça. Elle s'entretient dans cette croyance. Alors en fait, il y a l'inconscient, mais le conscient n'est pas loin, parce que finalement, imaginons, si je reprends l'exemple que tu as donné tout à l'heure avec le chien, je suis petit, j'ai peur du chien, ça va dépendre de ma façon de considérer cette peur. Si je suis traumatisé par le chien, ça va être comme une alerte rouge et mon inconscient, son rôle, c'est de me protéger avant tout. Ouais. Donc, il va mettre l'alerte maximale. Et en fait, tout va dépendre de comment j'interprète ma peur. Si j'ai juste peur et qu'on me rassure, bon, l'alerte, elle va redescendre. Donc, voilà en fait l'idée. Et l'idée, c'est que finalement, tant que je n'ai pas compris... par exemple, si on ne m'a pas expliqué, mais ce chien, t'inquiète pas, il est gentil, ou que le parent qui est à côté de moi ne se met pas tout de suite à rire ou quelque chose, je vais commencer à m'inquiéter parce que il me manque une information. Et mon cerveau va me protéger en disant, bon, attention, ça c'est dangereux, tu l'as mal vécu, donc je te mets une protection maximale. C'est ça. Et c'est là où l'alerte rouge va se développer. C'est pour ça qu'à la limite, si on est parent et que l'enfant a peur de quelque chose, il est bon de pouvoir le plus vite possible expliquer à l'enfant pour le rassurer. Ça ne va pas forcément marcher à tous les coups. Tout va dépendre comment il va comprendre l'explication du parent. Exactement. C'est intéressant, j'ai eu il y a 2 semaines un enfant avec une phobie de chien très intense parce que dès qu'il voyait un petit caniche promené par sa grand-mère, il fuyait, il s'enfuyait en courant et il risquait de traverser la rue et de se faire écraser parce qu'il ne fait plus attention à quoi que ce soit. Et donc, je ne lui ai même pas fait d'hypnose, en fait, je lui ai expliqué le langage des chiens. J'ai juste expliqué comment un chien communique. Et quand il n'est pas agressif, sa queue bouge dans tous les sens. Et quand il est agressif, il va montrer des crocs, le poil va se hérisser. Il a un langage spécifique pour dire, attention, je vais attaquer. Et tant qu'il n'a pas ça, l'enfant a compris tout de suite. Il a compris tout de suite et c'était fini. Et après la séance, où il n'y a pas eu d'hypnose, après la séance, on est allé... Et on a été jouer avec un chien. Donc ça a été fait tout de suite parce qu'il a compris qu'il n'y avait plus de danger, c'était parti. Mais il y a un autre cas de phobie, c'est par exemple un enfant, à nouveau, je reprends une source, parce que la phobie, elle a toujours quelque part une source, elle vient d'un événement, même si cet événement est inconscient. À l'âge de 4 ans, il a assisté à une noyade à la plage, quelqu'un est décédé.
Lui, il a oublié l'événement. Mais il s'est rappelé que l'eau, c'est dangereux, l'eau, c'est mortel, et donc il va grandir, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, et il va plus mettre ses pieds dans l'eau. Parce que pour lui, l'eau est dangereuse. Mais il a totalement oublié que c'est parce qu'à l'âge de 5 ans, il a assisté à cette noyade. Donc ça peut être aussi un événement comme ça, où l'alerte rouge a été donnée, mais on n'a pas de source, et finalement, ce n'est que du danger. Donc c'est pour ça que la phobie, elle vient, et l'inconscient joue son rôle, finalement. C'est ça, d'autant que... comme tu le dis, effectivement, on n'a pas de source, mais on n'a pas de source consciente. C'est-à-dire que on a oublié consciemment ce choc parce que c'est trop pénible de pouvoir garder en mémoire quelque chose d'aussi choquant, tout comme un attentat, un viol ou quelque chose. Parfois, il y a des gens qui zappent complètement et pour eux, ça n'a pas existé dans leur conscient. C'est-à-dire que pour eux, il y a une amnésie totale. Et on leur parle de l'attentat quand il s'est passé ça. Quel attentat? Non, je vois pas de quoi tu parles. En fait, c'est comme une protection, là encore. Le cerveau a fait en sorte de zapper pour que la personne puisse continuer à vivre normalement. Sauf que, effectivement, dans l'exemple de la phobie peut perdurer. Et donc, on se dit, tiens, j'ai peur de l'eau. Ah oui, mais pourquoi tu as peur de l'eau? Ah ben, je ne sais pas, j'ai peur de l'eau depuis toujours. Voilà. Ça donne en surface une impression que la personne n'a pas la source. C'est un élément manquant. Mais l'inconscient, lui, sait, et c'est grâce à ça qu'on fait un travail en hypnose, c'est qu'on n'a pas besoin consciemment de savoir, parce qu'on sait que l'inconscient, lui, connaît la source. Exactement. Il y a aussi un autre aspect qui est, pour moi, très très intéressant, c'est le fait que la personne qui a une phobie est en général quelqu'un qui veut rester en contrôle. Elle a la phobie parce qu'elle perd ses moyens et elle panique lorsqu'elle est hors contrôle de la situation. Ce qui se passe par exemple quand quelqu'un va rentrer dans un ascenseur ou dans un avion ou aller sur l'autoroute. J'ai eu aussi souvent des cas de personnes qui conduisent très bien quand ils sont en ville, mais dès qu'ils vont passer sur l'autoroute où ils sont coincés entre deux voitures et il n'y a pas de sortie possible, ben, ils paniquent. Et le gars, je me souviens, parce que j'ai fait ma première séance avec lui dans la voiture, c'était toutes les 20 mètres, il appuie sur le frein et il roulait à 30 à l'heure sur l'autoroute parce qu'il était en panique. Donc, pourquoi? Parce qu'il perd le contrôle. Et lorsque on accepte la situation, on accepte qu'on ne peut pas contrôler toutes les situations, on ne peut pas être en contrôle de tout, à ce moment-là, ben, ça va déjà mieux. Mais ça, c'est très difficile à faire. C'est ça. C'est pour ça que je souris aussi. Parce qu'effectivement, oui, c'est, d'ailleurs, si on dit ça à quelqu'un avec notre logique pure, d'ailleurs, ça agace les gens qui ont une phobie. Si on leur dit, non, mais tout va bien, t'inquiète pas, fais confiance. Il n'y a rien de pire pour cette personne. Absolument. Parce que pour elle, c'est plus fort qu'elle. Et en plus, comme tu l'as dit, elle n'a pas le contrôle. Et surtout, si les gens ont besoin de contrôler, parce que derrière le contrôle, il y a de la peur, forcément. Si je contrôle, c'est que j'ai peur. Et si on dit à cette personne, tranquille, lâche prise, détends-toi, c'est le pire. C'est le pire. Voilà, c'est vraiment, c'est justement ce langage-là qui n'est pas compris. Parce qu'en fait, il faut parler le langage de l'inconscient. C'est-à-dire que, en tant que thérapeute, on le sait bien, si on donne un langage de raison, en disant voilà, c'est idiot, ça sert à rien d'avoir peur parce que si ou ça, à la limite, la personne va claquer la porte. L'objectif, c'est justement de lui parler le langage de l'inconscient. À la limite, de valider le fait que oui, c'est effectivement difficile, oui, je comprends ce que vous dites, c'est sûr que c'est pas facile d'avoir la peur que vous avez, et ensuite d'enchaîner avec notre façon de passer les messages au niveau de l'inconscient cette fois. Absolument, ça c'est et donc c'est important et c'est primordial aussi de savoir que l'inconscient c'est comme un enfant de 5 ans. Si on peut s'adresser à quelqu'un comme à un enfant de 5 ans. C'est ça, c'est-à-dire que pour l'inconscient, quelque part, on ne peut pas, par exemple, on ne pourrait pas parler à un enfant de 5 ans en faisant des phrases complexes. On a besoin de simplifier au maximum. C'est d'ailleurs moi ce que je cherche à faire à chaque fois en séance, à tel point que les gens, des fois, sont surpris en me disant « ça a l'air tellement simple ». Ben, je dis bien sûr que c'est simple, je dis ce qui est compliqué c'est juste notre mental, parce que c'est le mental qui complique les choses. Mais finalement, une fois qu'on a épuré l'ensemble, alors ça demande le temps d'une séance, si moi mes séances durent 1 heure, très souvent c'est 1 demi-heure, 3/4 d'heure d'échange avec la personne, avec des exemples, avec des anecdotes, et au final, une fois que tout est mis à plat, ben le résumé, puisque avant de passer à l'étape de l'hypnose, je dis voilà en résumé, donc il y a juste à faire ça, ça et ça. Et là, la personne sourit et me dit, mais ça a l'air tellement simple quand vous le dites.
Oui, mais on a fait tout le travail avant. Tout à fait, Voilà. à fait, c'est vrai. Et donc, pour revenir à la phobie et à la thérapie de la phobie, comment est-ce que en hypnose ou en autre chose, on peut gérer ce problème? Oui, alors effectivement, l'hypnose, c'est un outil principal que j'utilise parce que c'est souvent grâce à l'hypnose qu'on va aller travailler avec l'inconscient. Maintenant, on peut aussi, et c'est ce que je disais tout à l'heure, sur une séance d'1 heure, il y a quand même des fois une demi-heure, 3/4 d'heure d'échange. Cet échange est un pseudo-échange, une pseudo-discussion, parce qu'évidemment, d'apparence, on se dit, bon, ben, pour l'instant, on est juste en train de parler. Sauf que, à travers ce pseudo-échange, il y a des messages Bien sûr. qui sont véhiculés et que l'inconscient perçoit, alors que pour la personne, elle est juste là en train de m'expliquer. Tout à fait. C'est tout le but de la PNL ou du coaching. Et donc, pour ceux qui ne connaissent pas la programmation neurolinguistique, c'est en fait de l'hypnose conversationnelle, si on veut, où les messages subliminaux sont passés à droite et à gauche et non pas en direct parce que l'inconscient ne va pas les accepter. Exactement. C'est-à-dire que ce que je dis souvent pour résumer le travail que je fais en hypnose, c'est que en réalité, le message est simple. Comme tu l'as dit, un enfant de 5 ans, on pourrait lui donner d'ailleurs, avec les enfants, ça marche très bien parce qu'il n'y a pas ce barrage du mental. Ouais. Seulement, l'adulte, il a son mental qui est très aiguisé. Et si on commence à dire, voilà, on va faire ça, le message étant trop direct, si par exemple on dit à l'inconscient, voilà, cette phobie dérange monsieur ou madame X, toi l'inconscient, débrouille-toi, enlève-la. C'est trop direct et là le mental va venir bloquer le système, comme pour dire c'est trop facile, ça paraît trop beau pour être vrai, je connais l'histoire, on me l'a déjà faite, c'est-à-dire ça va partir mais ça va revenir. Voilà le mental, ce qui va s'animer dans le mental. Tout à fait. Et donc, quelle est la technique alors que tu utilises en gros dans la gestion des phobies? Puis après, on va passer évidemment à l'exercice pratique avec Sophie qui est ici pour une phobie bien spécifique. On va en parler tout à l'heure. Alors exercice, je dirais expérience, parce qu'il n'y a pas d'exercice dans le sens où il n'y a pas, par exemple, effectivement, ce qu'on va faire tout à l'heure, il n'y aura pas à chercher à réussir quelque chose. Donc c'est plutôt avoir comme une expérience. Effectivement, comme ça permettra de situer un petit peu la façon dont on peut on peut aller vers ce genre de solution. Donc, comment je travaille? Donc, il y a différentes façons. Comme je l'ai dit dans un premier temps, il y a un échange qui se fait. Donc, il y a des jeux de questions-réponses. Je donne des anecdotes, comme j'ai fait tout à l'heure avec l'histoire du chien. Ce qui fait que dans l'inconscient de la personne, il y a comme quelque chose qui dit « Ah oui, je comprends, ça a l'air logique, c'est cohérent ». Ou alors, si c'est une anecdote, « Ah tiens, je ne suis pas la seule personne dans ce cas ». Ouais. Ça rassure indirectement. Donc dans l'inconscient de la personne, ça rassure parce que on raconte une histoire qui s'est bien terminée. Tiens, j'ai eu le cas, une personne qui est venue, qui a fait ça, depuis ça va beaucoup mieux, heureusement elle est sortie de ça. Si moi je suis concerné par cette histoire, je vais m'identifier inconsciemment. Bien sûr que consciemment, je sais qu'on ne parle pas de moi. Mais inconsciemment, mon cerveau va se dire, tiens, tu vois, pour lui ou pour elle, ça a marché. Donc ça va marcher pour toi. Voilà, donc on fait ce qu'on appelle des recadrages, de sorte que en parlant avec la personne, en faisant passer les messages, en simplifiant, il y a déjà tout un système qui s'épure. Mon ami John. Voilà, mais en fait, l'idée c'est d'arriver à ce que, au moment où je fais l'hypnose, que ce soit, j'allais dire, presque mettre la ficelle autour du paquet, quoi, si on veut dire ça comme ça. C'est vraiment le résumé, c'est-à-dire mon travail essentiel, c'est vraiment tout le travail qui se fait par l'échange, au départ. Tout à fait. Tout à fait. Et puis il y a le travail, la phase de travail elle-même qui est la projection, la projection dans le futur où la personne va se voir comme étant totalement libérée de cette phobie-là, de sa peur. C'est ça, c'est-à-dire que, bien entendu, on n'a jamais la prétention de dire, voilà, c'est sûr, vous verrez en sortant d'ici, votre problème sera réglé, parce que même moi, je n'en sais rien, malgré le nombre d'années d'expérience, on ne peut pas savoir. Même si j'ai vu, par exemple, 50 personnes d'affilée, et que les 50, ça a marché pour elles, je ne peux pas dire, c'est sûr, vous verrez, à telle heure, à tel moment, votre problème sera réglé.
En revanche, je peux toujours accompagner la personne du mieux possible en laissant le travail se faire, puisque c'est le cerveau qui va s'organiser en interne. Tout à fait. En fait, on plante une graine dans l'inconscient. Voilà. Cette graine, elle va pousser selon le terreau de la personne, selon que ce soit une terre fertile ou pas. Et puis, ça peut prendre quelques jours, comme ça peut être immédiat, comme ça peut prendre un mois ou deux. Parfois, ça prend son temps pour réagir. Alors, un mois ou deux, ça me paraît très très loin. Parce qu'en général, effectivement, le cerveau, une fois qu'il a compris quelque chose, soit il le met en place tout de suite, ou dans les 2-3 jours, c'est souvent ce que je dis, ou alors c'est qu'il manque un petit quelque chose. Il y a peut-être un grain de sable, il y a peut-être un inconvénient à changer. Alors ça paraît bizarre de le dire, mais il peut y avoir un inconvénient, par exemple, à enlever une phobie. Oui. Un inconvénient pour l'inconscient. On prend l'exemple du vertige. Si j'ai le vertige, c'est pour me protéger. Si on m'enlève entièrement le vertige, de toute façon on le fera jamais, en hypnose, si quelqu'un vient pour une phobie, une peur du vide ou autre, on va faire en sorte de laisser quand même une peur logique. Pour que je me penche pas devant la fenêtre en disant tiens j'ai plus peur. Oui. Voilà, donc il y a une protection à garder quand même. Il y a des fois des clics, enfin moi je l'ai vu où des gens sont venus après 2 mois et me disent tu sais quoi, j'ai eu ce déclic là, ça m'est venu et j'ai changé. Alors que je les avais vus 2 mois auparavant, ça a mis son temps, ça a mis son petit temps. Alors c'est peut-être pas moi tout seul, mais des fois ça peut être même pour l'arrêt du tabac, ça peut arriver que c'est pas tout de suite, et puis au fur et à mesure, toutes les suggestions ont fait leur chemin, pour finalement rentrer dans la tête de la personne et les intégrer et se dire là je vais changer mon comportement. Oui. Alors effectivement c'est pas fréquent, mais ça arrive. Ouais. Ça arrive effectivement pour certaines personnes, où là je te rejoins effectivement, où ça peut être des fois 2-3 mois après, par un déclic, par une prise de conscience, par un événement. Mais très souvent, on va dire 8 fois sur 10, dans les séances, lorsqu'on guide quelqu'un avec l'hypnose, c'est souvent soit immédiat, et des fois c'est même spectaculaire, parce qu'il y a le avant-après pendant la séance. On voit la personne qui dit maintenant, quand je repense à ça, ça me fait plus rien du tout, et ça va jusqu'à 2-3 jours. Tout à fait. Oui, on parle de phobie, mais je parlais d'autre chose, sinon, en effet. Très bien. Et que fais-tu d'autre à part ça pour la phobie dans ce cadre-là? Est-ce qu'il y a des phobies spectaculaires que tu as pu soigner? Alors, j'allais dire toutes les phobies sont parfois spectaculaires parce que quand on nous les raconte, j'ai eu tout récemment la phobie, la personne se reconnaîtra sans doute parce que voilà la phobie donc des iguanes et des lézards, c'est quand même exceptionnel. C'est rare, ouais. C'est rare, oui, effectivement. À l'époque, je me souviens, mais il y a au moins 15 ans de ça en arrière, une personne qui avait la phobie des serpents. Et en fait, c'était curieux parce que mon premier réflexe, moi étant sur la région parisienne, c'était de lui dire avec un peu d'humour: ça va, il n'y a pas trop de serpents à Paris. Et d'un air sérieux, elle me dit, mais vous savez, c'est pas seulement les serpents en vrai, c'est aussi dans un magazine, c'est aussi le serpent de la pharmacie. Quand je traverse la rue. Alors, tout à fait. Là, je me suis dit, oui, effectivement. Il y en a beaucoup de serpents à Paris. Dans ce cas, oui. Et en plus, dans cette histoire, il y avait cette femme, elle avait 2 filles, et ces filles, à chaque fois qu'elle recevait les magazines, la dame, les filles, elles épluchaient le magazine pour enlever tout ce qui ressemblait à un S. Elle faisait la censure, quoi. Voilà. Elles arrachaient les pages. Alors, il y avait à une époque comment on appelle ça? Il y avait une pub avec une sorte de route en zigzag. Ouais. Eh bien, ça, elles ne pouvaient pas le supporter. Donc, il fallait que les filles arrachent. C'est ça, la phobie, hein. Oui, c'est... Je vois que Philippe, le technicien, il nous fait des gros yeux, mais la phobie, c'est irraisonné. Ça ne se raisonne pas, on ne peut pas dire à quelqu'un mais c'est pour ça et pour ça, elle est en blocage et en panique totale et donc ça ne se raisonne pas, quoi. C'est ça. Donc on travaille par d'autres biais, on fait en sorte de passer le message autrement. Ouais. Donc on verra tout à l'heure en fonction, puisque là je vais découvrir tout à l'heure la façon, parce que comme je l'ai dit, on va faire en fait en sorte tout à l'heure donc de faire un échange pour pouvoir, parce que moi en fait je me sers je ne prémédite pas à l'avance, je me dis pas tiens la personne va venir pour une phobie donc je vais lui faire ça ou ça. Oui, tout à fait. Je fais du direct. Oui. Voilà, c'est ça, c'est en fonction des mots, en fonction de son ressenti, de sa respiration, c'est ça qui va m'orienter. Très bien. Eh bien, on va passer tout de suite aux choses pratiques. D'abord, on va faire une petite pause musicale, et ensuite, après cette pause, on va passer à notre séance avec Sophie,
qui est là pour cette expérience. Très bien. Je prends ma vie en main grâce à l'hypnose et au coaching avec Shlomi Lévy, donc pour inviter Patrick Reich. Rebonjour et merci d'être là. Donc on a parlé de la phobie dans cette première partie d'émission et nous avons également invité ici en studio Sophie. Sophie, bonjour. Sophie qui a une vraie phobie et donc on va parler tout de suite avec Sophie et avec Patrick. Donc Patrick, je vais te laisser le micro pour faire cette séance, cette expérience de séance en tout cas, en studio, en démo. Patrick, la parole est à toi. D'accord, c'est parfait. Alors donc Sophie, alors j'ai entendu un petit peu juste quelques mots avant l'émission. Donc si j'ai bien compris, c'est une phobie des aiguilles, c'est bien ça? Tout à fait. Voilà. Donc est-ce que je peux avoir une précision? C'est-à-dire phobie des aiguilles, à quel moment, dans quelle situation par exemple? Alors déjà c'est les aiguilles médicales. D'accord. C'est aussi bien un vaccin quand on injecte quelque chose ou une prise de sang où on vient me retirer du sang. Et je vous écoutais parler tout à l'heure et j'ai envie de vous dire que c'est depuis toujours. Toujours. D'accord, ça veut dire que vous êtes né avec. En tout cas j'ai l'impression que j'ai cette crainte, cette peur depuis toujours. D'accord. Donc de toute façon, c'est ce qu'on effectivement on évoquait tout à l'heure, cette notion de toujours. On ne sait pas finalement quand. Est-ce que peut-être c'était à l'âge de 6 mois, peut-être à 3 jours, à 10 ans, on n'en sait rien. En tout cas, dans la mémoire consciente, vous n'avez pas du tout le souvenir. Non, j'ai pas de souvenir Voilà. à quel moment ou s'il a pu se passer quelque chose. D'accord. Donc c'est là où je parle de cette bonne nouvelle, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'on n'a pas besoin, vous et moi, de savoir quand réellement il s'est passé quelque chose et qu'est-ce qui s'est passé. Parce que ça peut être soit quelque chose de réel, soit quelque chose qui a été interprété. Par exemple, il suffit qu'il y ait eu effectivement une peur alors que finalement tout s'est bien passé. Voilà, donc effectivement, si dans la mémoire consciente vous n'avez aucun souvenir, on ne va pas s'embêter à essayer de creuser pour essayer de trouver si peut-être un jour, etc. On ne va pas, je ne vais pas vous dire, demandez à vos parents ou à vos frères et sœurs, parce que aussi bien même si vous le saviez, imaginez que vous disiez, ah, ça y est, on m'a expliqué et ça date de telle époque. C'est pas pour autant que cette phobie serait partie. Donc l'intérêt ici, ça va être plutôt de faire l'expérience pour transformer cette peur. Faire en sorte que cette peur, elle est encodée dans votre cerveau comme étant une peur, comme étant attention, danger. Et l'idée, c'est que ce attention, danger, cette alerte, on finisse par diminuer cette alerte pour qu'elle n'ait plus lieu d'être finalement. Qu'à la limite, même si c'est pas agréable, effectivement, d'avoir une piqûre dans le bras ou une prise de sang, c'est vrai que c'est pas très agréable, mais que ce soit simplement, bon, bah voilà, ok, avant j'avais peur, mais là ça va. Ça vous plairait ou pas? J'aimerais bien. Voilà. Donc en fait, est-ce que, bon, ceci dit, c'est pas tous les jours non plus qu'on fait des piqûres. Et, non, c'est vrai. La dernière fois qu'il y a eu ça, c'était quand? En tout cas, quand vous avez des enfants, ça se répète plus souvent, parce que quand vous êtes enceinte, vous êtes amené à avoir plus d'examens. Et donc, oui, quand même, là, comme j'ai un bébé de 2 ans et demi, le dernier à 2 ans et demi, j'ai eu à faire très souvent des piqûres, des prises de sang. Et donc, c'est embêtant parce qu'en plus, j'ai l'impression qu'au fur et à mesure où ça devrait aller mieux, ça va de moins en moins bien. Et que j'ai de plus en plus peur, et qu'autour de moi on me dit mais pourtant c'est rien, et plus on me dit c'est rien et plus j'angoisse, et voilà. D'accord. Alors si j'entends bien ce que vous dites, ça veut dire que c'est pas seulement sur votre peau à vous, parce que vos enfants c'est pas vous. Non, quand j'étais enceinte de mes enfants, d'accord. En fait Dans pendant toute la grossesse on vous fait faire une batterie d'examens. D'accord. Et vous avez à peu près tous les mois des prises de sang et c'est régulier. D'accord. Et si toutefois vous voyez vos enfants qui font, alors ça vous fait rien finalement, si? Si, je suis pas à l'aise. J'ai peur pour eux, j'ai peur qu'ils aient mal. Je pense même que j'ai peur avant, comme pour moi, avant que la piqûre se fasse. D'accord. Par anticipation. Par anticipation. Et je pense que mon angoisse est visible pour eux. D'accord. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'effectivement, donc ça confirme ce que je posais comme question avant. C'est pas forcément quand c'est pour vous. Ça peut être le fait de voir, par exemple, la piqûre sur votre enfant,
Par exemple, une autre question. Imaginons que vous ayez devant vos yeux, par exemple dans une émission à la télé ou n'importe où, quelqu'un et vous voyez ce quelqu'un. Ça vous le fait ou pas? Alors, j'ai pas les mêmes ressentis que pour moi quand même, hein, parce que quand je vois quelqu'un à la télé en train de se faire prendre du sang ou dans un milieu médical, etc., je suis pas à l'aise. D'accord. Donc je vais pas courir après les séries médicales où on sauve des vies oui, à l'américaine, mais bon, je vais le supporter quand même, je vais pouvoir le regarder, mais je suis pas à l'aise. Et dès lors qu'on rentre dans des opérations, il y a trop de sang, etc., j'évite de regarder. D'accord, d'accord. Donc en tout cas, en ce qui nous concerne, en ce qui vous concerne, la prochaine fois, il y aura bientôt... Oui, alors c'est une bonne coïncidence, je pense, parce que vendredi, j'ai un examen médical à faire, un examen biologique, oui. Et donc, on verra. C'est bien. On verra comment je me comporterai vendredi. Et si là, je vous posais la question en pensant à vendredi, ça vous fait quoi? Eh ben, je commence à y penser depuis que le rendez-vous est pris. Donc, je compte les jours. Je me dis que là, j'ai encore 2 jours de répit. Mais je commence à me dire, vendredi matin, je vais devoir me lever, aller au laboratoire, ils vont me prendre du sang, je vais avoir mal. Or que, en fait, il me semble ne jamais avoir eu mal, pour de vrai. D'accord. J'imagine que la nuit de jeudi à vendredi, comme toujours, va être... elle n'est pas agitée, mais je dors pas très bien. Donc, voyez, tous les mots que vous utilisez, quand vous dites « j'imagine que » ou « je vais avoir mal », tout ça, c'est de l'anticipation, vous êtes d'accord? Ça veut dire que ce n'est pas la réalité. C'est ce que je crois qui va m'arriver. On est d'accord, c'est une croyance, mais est-ce que réellement vous pouvez prouver que ça va être ça? Que jeudi soir je vais mal dormir? Par exemple, ou que vous allez avoir mal? Non, je ne peux pas le prouver. Là. Voilà, donc on est sur une hypothèse, et c'est un peu ce que l'on voit quand les gens s'inquiètent pour rien, sont anxieux, se font des films, ça arrive pour toutes sortes de choses, et l'idée c'est d'arriver à effriter cette pensée. Parce que si cette pensée elle est engrammée dans votre esprit comme « je vais avoir mal, je vais mal dormir », vous êtes déjà en train de le programmer. C'est la puissance du cerveau, c'est qu'on a cette capacité en tant qu'être humain à programmer les choses. Alors, quand c'est bien, c'est magique, mais quand on va dans l'autre direction, c'est vrai qu'on a effectivement cette faculté, mais qui, pour le coup, nous dessert, c'est de programmer le négatif. De dire je vais avoir mal, je vais mal dormir, etc. Et le fait d'y penser, tout à l'heure, je ne sais pas si vous vous souvenez, dans le début de l'émission, j'ai évoqué l'idée qu'on a la mémoire. Et donc c'est comme si vous aviez la mémoire de la douleur éventuelle et vous dites je vais avoir mal. Mais si c'était la première fois de votre vie, peut-être que vous ne poseriez aucune question là-dessus. Mais vous avez anticipé dans votre esprit parce que vous savez à quoi ressemble une piqûre, vous savez quelque part que ça peut faire mal, en tout cas peut-être ça l'a été à une époque, et tout ça c'est des hypothèses qu'on va faire en sorte d'effriter, si vous êtes d'accord. D'accord. Voilà. Donc là on va le faire de façon, comme je disais tout à l'heure, j'aime simplifier les choses, donc l'idée c'est que cette pensée qui vous traverse l'esprit, pour l'instant aujourd'hui, eh bien l'idée ça va être de faire en sorte qu'on puisse la considérer autrement. Parce que la réalité, finalement, n'est pas ça. La réalité, c'est ce que vous donnez par rapport à la croyance. Si vous croyez que vous allez avoir mal, alors vous aurez mal dans votre esprit. Et même si vous n'avez pas mal, vous seriez capable de vous contracter avant même qu'on fasse la piqûre, par exemple, ou la prise de sang. Et quelque part, ça arrive, ce genre de choses, où la personne, elle se contracte avant, alors qu'on n'a même pas touché le bras, par exemple. Ça vous parle, ça? Ça me parle très bien. Voilà. Et l'idée, c'est ça, c'est de considérer que la vraie douleur, finalement, s'il y en avait une, c'est juste celle qui existe dans l'instant présent. Mais avant et après, normalement, ça n'existe pas, puisque c'est au moment où, si par exemple je vous pince maintenant, c'est là, maintenant. Mais si je vous dis, attention, je vais vous pincer, et que vous commencez à avoir la peur d'avoir mal, vous êtes en train de déclencher une douleur par anticipation. Vous voyez? Donc là, ce qu'on va faire, on a peu de temps parce que c'est une émission qui est limitée dans le temps, mais on va faire avec le temps qu'on a et on va voir ce que ça donne. Et puis ensuite, vous verrez, vous me direz, puisque là tout de suite, vous êtes capable d'anticiper ce compte à rebours en me disant par exemple, oui, vendredi, je sais que dans la nuit de jeudi à vendredi, je vais mal dormir,
Et autre chose, je sais que je vais avoir mal. Du moins, c'est ce que vous m'avez dit. Voilà. Donc, puisque vous l'avez évoqué, il est évident que quand je vous reposerai la question tout à l'heure, on pourra probablement prendre une mesure pour que vous me disiez, tiens, bah, quand j'y pense, maintenant, ça me fait ça. Soit ça n'aura pas encore bougé et il faudra laisser peut-être quelques heures, peut-être que ce soir, demain, vous vous poserez la question et vous vous direz, ah tiens, finalement, c'est mieux. Sinon, peut-être qu'on aura la chance de vous entendre dire, ah ben là, j'y pense et tout va bien. Voilà. Donc là, en fait, quand vous y pensez, est-ce qu'il y a une image qui vous vient de cette peur? Oui, moi je me vois très bien, comme vous l'expliquiez tout à l'heure, très tendue. D'accord. Très nerveuse, très angoissée. D'accord. Je pense qu'effectivement, vous aviez raison. Je fabrique le film avant même qu'il soit joué. Et aussi, j'ai plein de ressentis, alors peut-être qu'ils sont artificiels, hein, mais j'ai des sueurs froides. Je culpabilise aussi de me mettre dans cet état-là, donc je peux me mettre à pleurer aussi. D'accord. D'accord. Parce que j'ai honte de moi quelque part de ne pas arriver à contrôler ce qui se passe. Oui. Donc c'est un peu tout ça qui se mélange dans ma tête et je ne pense plus qu'à la piqûre, enfin l'aiguille. C'est ça. Alors effectivement, les sueurs froides, non, c'est pas juste dans votre tête, c'est peut-être la réalité, mais c'est la conséquence. Puisque le déclencheur, c'est ce que vous pensez. Et la force que l'on a avec l'hypnose, c'est qu'on peut transformer ce que vous pensez pour que la conséquence soit que là où il y avait des sueurs, là où il y avait des inquiétudes, bah, tout soit bien. C'est ce qu'on veut en fait. Alors là, bon, on va le faire de cette manière, justement, on va agir sur cette pensée avec la contraction, vous disiez, je suis contracté de partout, c'est ça? Dans tout le corps. Hein. Dans tout le corps. Ouais, Et il y a quoi d'autre? Il y a les sueurs, il y a quoi d'autre encore, vous m'avez dit? Il y a l'envie de pleurer ou... Oui, voilà. Souvent je pleure. D'accord, ok. Donc comme étant désarmé, perdu, etc. D'accord. Donc là, ce qu'on va faire, simplement un court instant, si vous voulez bien, vous allez simplement penser à cette image, mais en vous rassurant, je ne vais pas vous dire allez-y, pensez-y et faites-vous peur, c'est juste le point de départ. On va penser à cette image, c'est-à-dire cette image de vous avec ces sueurs, avec cette contraction, avec le fait de pleurer. Vous arrivez à la voir en tête, vous pouvez le faire les yeux ouverts ou fermés, hein, comme vous voulez. Oui, j'arrive à la voir. Voilà, donc là vous allez juste vous concentrer un instant sur cette image. Allez-y, faites-le dans votre esprit. Vous pouvez, dans un premier temps, prendre conscience de comment vous respirez, déjà. En même temps, puisque je vous parle, vous pouvez m'entendre vous parler. Donc, vous voyez que vous restez conscient pendant l'expérience. Et ce qui compte, c'est juste de resituer, en quelque sorte, simplement l'ambiance, cette ambiance qui n'est pas très agréable, où vous voyez ces petits détails de vous-même, un peu comme un personnage qui serait là en face de vous. Vous arrivez à vous imaginer comme en face, comme si vous étiez en train de regarder cette personne que vous êtes. Imaginez comme si on vous avait filmé, par exemple, et que vous voyez donc Sophie là-bas, qui est avec ses peurs, avec ses inquiétudes. Vous la voyez? Oui. D'accord. Et comment vous la percevez? Est-ce qu'elle a l'air d'être toute petite? Est-ce qu'elle a l'air d'être tremblante? Elle a l'air comment? Est-ce que vous la voyez? Vous pourriez dire que c'est comme une enfant, comme une adulte? C'est comment? C'est comme une enfant, pas sûre d'elle. D'accord. Tremblante. Tremblante. Donc vous la voyez telle que vous dites là. Oui. Elle semble contractée, j'allais dire contrariée peut-être, mais contractée, c'est ça? En fait, je la vois plus ayant peur. Ayant peur. Donc vous voyez ses traits sur le visage, vous voyez son corps avec sa peur? Un peu recroquevillée sur elle. D'accord, d'accord. Et ça me fait penser, quand vous dites ça, un peu comme, vous savez, les arbres, quand ils n'ont plus de feuilles, ils sont complètement recroquevillés. Vous voyez, je ne sais pas si ça vous parle, mais... Et l'idée, ça va être de voir comment on peut faire grandir tout ça intérieurement, juste comme ça, de simplement vous imaginer cette Sophie qui est là-bas en face de vous, comme si vous pouviez la faire grandir, mais physiquement. C'est-à-dire que celle qui est recroquevillée, comme vous dites, imaginez-la en train de s'ouvrir comme, je sais pas, j'ai pris l'exemple de l'arbre, ça peut être une plante qui tout d'un coup se met à pousser, à grandir. On peut imaginer juste pour voir ce que ça donne.
d'imaginer, je ne sais pas, on peut imaginer que cette Sophie qui est dans ce film, ça serait comme une sorte de plante qui se met à grandir, comme si on l'arrosait. Et on va imaginer que ce qu'on va faire pour la faire grandir, c'est la rassurer, lui dire qu'elle n'a rien à craindre. Qu'est-ce qu'elle aimerait entendre d'après vous, vous qui la connaissez bien, puisqu'on parle de vous là-bas dans ce film intérieur. Imaginez qu'est-ce qui pourrait faire que cette Sophie se sente rassurée, sereine, confiante. Ça va pas te faire mal. D'accord. Donc l'idée que finalement tout va bien se passer, c'est ça? Oui, mais il y a la douleur quand même. D'accord. Donc Qu'on m'assure que j'aurai pas mal. D'accord. Donc imaginez qui pourrait vous dire ça. Ma maman. D'accord. On peut s'amuser à imaginer simplement qu'elle entre en scène. Imaginez, vous voyez Sophie toujours dans le film. Elle est pour l'instant recroquevillée encore, peut-être? Oui? Ou c'est mieux? Pas encore? Il n'est pas très fier. Bon, imaginez donc la maman de Sophie, on est vraiment comme une pièce de théâtre, hein, dans un film, et la maman de Sophie va voir Sophie et va la rassurer. Juste comme ça, pour lui dire, tout va bien, ma fille, tu n'as rien à craindre. Ça va bien se passer. Ça va? Ok, maintenant regardez dans le visage ou le corps de cette jeune fille, qui est donc Sophie là-bas, comment elle reçoit le message. Qu'est-ce que ça lui fait d'entendre ce message de sa maman qui lui dit ça, que tout va bien se passer? Ça la rassure. Ça la rassure. Ok, est-ce que vous la voyez peut-être souriante ou en tout cas plus décontractée? Laissez venir ce qui vient. Je sais pas si elle est décontractée, mais elle est... Elle patiente, elle attend dans cette salle d'attente. D'accord. Bon, imaginez donc Sophie rassurée par sa maman, en tout cas en partie, qui attend. Et vous allez imaginer maintenant qu'on transforme symboliquement, tout ça c'est symbolique bien sûr, cette Sophie qui a l'air rassurée, comme si on pouvait la faire grandir maintenant, physiquement, comme si on pouvait imaginer que tellement elle grandit, elle dépasse même simplement les autres, en hauteur. Quelque chose de curieux, comme tout d'un coup, comme si elle devenait très grande. Vous arrivez à imaginer? Oui. Tellement grande qu'elle se sent renforcée, qu'elle se sent beaucoup plus forte intérieurement, et probablement beaucoup plus confiante également. Vous arrivez à imaginer? Oui. D'accord. Et comment ça se passe une fois que vous l'imaginez comme ça? Est-ce que c'est mieux que tout à l'heure? Et ça me donne l'impression de voir les gens d'en haut, Oui. mais ça me donne pas l'impression d'être plus confiante. D'accord. Donc il manque encore des choses peut-être pour être encore plus confiante peut-être? Laissez venir ce qui vient. De toute façon, le but c'est de faire cette expérience comme ça et de laisser venir selon ce qui vous vient spontanément. On pourrait même rajouter un élément amusant, parce que des fois les enfants aiment s'amuser, et on pourrait imaginer que cette personne que vous allez voir ensuite pour faire la piqûre, finalement c'est une aiguille en caoutchouc. Ça serait marrant d'imaginer. Là pour le coup, ça vous fait quoi d'y penser? C'est bien ou sans plus? J'ai plus de mal à imaginer Bon. l'aiguille en caoutchouc. D'accord. Bon, on joue, vous voyez, avec tout ça. Je veux dire, c'est ce qu'on fait avec les enfants, mais les adultes sont des grands enfants. Et l'idée, c'est vraiment de laisser faire et d'imaginer que tout se passe bien. Alors, on va imaginer autre chose. On va imaginer que donc votre mère vous a expliqué, vous avez grandi en hauteur, comme vous l'avez évoqué. Et puis maintenant, on va imaginer qu'on accélère le temps. Le temps s'accélère et vous êtes déjà en train d'arriver à la fin de cette expérience de piqûre où tout s'est bien passé. Imaginez lorsque vous êtes rassuré, pour le coup, d'avoir « ça y est, c'est fait ». C'est comment maintenant pour vous?
Je suis contente. Vous êtes contente. Vous vous sentez comment? Libérée, détendue? Fière aussi. Fière aussi. D'accord. C'est très bien. Et maintenant que vous avez observé ça à distance, simplement ce que j'aimerais, c'est que votre inconscient réassocie les deux Sophie, c'est-à-dire celle qui regarde le film et celle qui est dans le film, à côté de sa maman, celle qui a grandi. De sorte que maintenant, vous devenez cette Sophie qui a grandi, qui est fière, qui est grande, qui se sent forte, capable, et surtout qui sort de ce lieu avec le fait de vous dire, ben ça y est, je l'ai fait. Ressentez dans votre corps cette sensation de fierté, d'avoir réussi, de se dire, j'ai réussi, ça y est. Et j'aimerais que vous me disiez ce que ça fait maintenant pour vous dans votre corps. Je me sens légère. Vous vous sentez légère, très bien. Et ce qui est intéressant, c'est que cette légèreté va pouvoir continuer à grandir en vous, et elle va même se répandre dans toutes les parties de votre corps, dans toutes les dimensions de vous-même, de façon telle qu'à partir d'aujourd'hui, et dans les heures qui vont suivre, ce qu'on est en train de faire, vous pourriez être agréablement surprise. Et pourquoi pas d'ailleurs dans ce qui va se passer d'ici vendredi, puisque c'est à ce moment-là que vous pourrez vous rendre compte de la différence par rapport à avant. Et c'est ça qui compte maintenant. Donc vous allez laisser faire. Le but ici n'est pas de chercher à tout prix à être bien. C'était plus la petite expérience pour qu'on observe ce qui va se passer. Et là, vous allez pouvoir tout simplement quitter ce monde intérieur et revenir là où nous sommes ici. Vous pouvez réouvrir les yeux tranquillement. Voilà. Et puis, s'il y a besoin de vous étirer, de bouger, vous pouvez le faire tranquillement. Alors, comment ça s'est passé? Comment vous vous sentez là tout de suite? Calme. Calme. D'accord, c'est très bien. Juste pour avoir un retour, comme je disais, on ne cherche pas le résultat, c'est juste l'expérience pour qu'on montre, ne serait-ce que pour que les gens qui écoutent cette émission puissent se rendre compte de la façon dont on peut accompagner quelqu'un. Donc là, on l'a fait avec un temps limité, mais c'est largement suffisant. Juste une question, si je vous demande de repenser à vendredi, ça vous fait quoi? Honnêtement, sans mentir, en étant vous-même. Imaginez vendredi, vous savez qu'il y a... ça vous fait quoi? Bizarrement, je suis assez sereine, on verra vendredi. D'accord. En tout cas, vous avez l'air de l'être. Voilà, je vous entends le dire et puis en même temps je vous vois, donc effectivement ça a l'air d'être un peu comme une sorte d'entre-deux. C'est possible. Pour l'instant, vous êtes là et c'est comme si vous attendiez votre petite preuve pour vous dire, bon, maintenant j'attends de voir. C'est ça? Peut-être, mais Bon. au moins je me dis on verra vendredi. D'accord. Je suis pas en train de projeter quelque chose avant que ça n'arrive. C'est différent par rapport à tout à l'heure, d'accord. Je crois. Ok, bah super. Eh bien merci de vous être Merci prêté à à vous. l'expérience. C'est très bien, on n'en attend pas plus. Merci en tout cas. Voilà. Eh bien voilà, donc je ne sais pas si Shlomi... Je regarde mon poste. Merci beaucoup Patrick et merci Sophie également Merci à vous. d'avoir été là. C'est une expérience, comme tu dis, c'est du travail dans le mental et dans ce qu'on fait, dans la projection. Et puis maintenant, il faut laisser ça se reposer pour que Voilà, en quelque sorte. Ça décante un peu. C'est ça. Alors, il existe des techniques toutes faites, c'est-à-dire qu'il y a des protocoles, d'ailleurs j'en ai écrit un livre, il y a des protocoles tout faits qui sont organisés, donc qui sont bien parce que ça donne une trame. Et puis, il y a aussi ce qu'on vient de faire là, c'est-à-dire que spontanément, c'est selon ce que m'a dit Sophie, comment elle l'a vécu, comme les mots qu'elle utilise. Selon tout ça, il y a quelque chose, c'est comme si en fait, c'est important de le dire aussi, c'est que la personne qui vient avec son problème vient aussi avec sa solution. Exactement. C'est-à-dire que là où il y a un problème, on a aussi la solution, mais elle est tellement cachée que la personne a besoin d'être accompagnée pour qu'on l'aide. Mais c'est elle, et elle seule, qui fait son travail. Absolument, et on verra, parce que j'interrogerai Sophie après. Et ben voilà. Et voilà, avec un témoignage de ce qui s'est passé, ça sera très très bien. Patrick, je te remercie, et comme à notre habitude, tu peux, peut-être, il y a des auditeurs qui nous écoutent là où tu es, donner tes coordonnées pour qu'on puisse venir te voir. Donc je te laisse la parole pour ça, comme ça, les gens qui veulent te contacter peuvent le faire. Très bien, avec plaisir. Alors donc moi je consulte donc sur la région parisienne, donc c'est Brie-sur-Marne dans le Val-de-Marne,
et également aussi à Colmar, donc en Alsace. Donc voilà, si les gens veulent me contacter, le plus simple souvent, ça évite de donner 50 adresses, c'est d'aller sur mon site internet, hein, donc c'est mon prénom et mon nom, donc patrickesch.com, Esch s'écrit A-I-C-H, patrickesch.com, et en général on me trouve facilement. Sinon j'ai aussi d'autres accès en tapant mon nom sur internet. Oui, bien sûr. Merci beaucoup. Je rappelle donc à nos auditeurs que notre émission a lieu tous les 2e et 4e mercredis de chaque mois, et qu'il y a à chaque fois un invité spécial, que je suis également contactable ici à Enghien-les-Bains et dans d'autres villes de la région, sur mon site web Lève Hypnose, et puis sur la chaîne YouTube Lève Hypnose également. Vous pouvez vous abonner et écouter ces émissions qui sont très intéressantes. Je voudrais remercier Philippe à la technique et Sophie pour s'être prêtée à cette expérience intéressante qui, j'espère, portera ses fruits. Merci beaucoup, Sophie. Merci. Merci Sophie. Merci Philippe. Et merci Patrick. Merci à tous.